Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Je suis Fanny Devoire et je vais vous parler du produit, parce que le produit c'est sympa, mangez-en. Ah bah c'est bien. C'est ton premier club? Ouais. Et ben dis donc, je suis honoré. Alors Fanny, est-ce que tu pourrais te présenter à nos internautes en quelques lignes, quelques phrases? Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Alors moi du coup j'ai 41 ans, je suis actuellement product manager pour la société ADO. Donc je travaille sur une partie qui est le contenu éditorial. Donc j'ai pas mal de produits dans mon périmètre, à savoir les produits donc du DAM, j'ai le CMS, tout ce qui concerne de près ou de loin le contenu. C'est quoi le DAM? C'est quoi le CMS? C'est quoi tout ça? Alors c'est des outils digitaux qui aujourd'hui te permettent de stocker des images, des vidéos, du contenu écrit, etc. Donc tout ce qui permet de composer le contenu d'un site web et là en l'occurrence d'un site e-commerce. Ok. Et en introduction, tu as dit que tu es PM, ça veut dire Product Management, Product Manager, Managers, on féminise, on féminise pas, qu'est-ce qu'on fait? On féminise si on veut, moi je n'ai pas spécialement d'attachement au fait de féminiser ou pas. Je suis Product Manager, ça pourrait être assimilé un peu à Head of Product dans certaines entreprises, ça dépend un peu. Moi je travaille avec une équipe de Product Owner. Voilà. Donc en fonction des boîtes dans lesquelles tu travailles, c'est soit du PO, soit du PM, peu importe la désignation. Mais voilà, en gros, on est un collectif à travailler autour de ce sujet-là. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fait maintenant, Tu sais qu'on commence à réfléchir comme ça, c'est que ça fait quand longtemps? Arrête, sois pas désagréable. Eh ben, le product management, le product owning, etc., ça fait un peu plus de 10 ans que j'en fais maintenant. 10 ans? Voilà. Et comment t'es arrivé là-dedans, comme ça, par hasard? Complètement par hasard. J'ai aucune formation informatique. Alors, IT. Avant, tu faisais quoi alors? Alors moi j'ai fait, si on remonte un peu loin, moi j'ai fait des études dans la communication et l'événementiel. Voilà. Et plutôt orienté sur tout ce qui était autour des événements culturels, donc plutôt pour travailler au sein des instituts régionaux sur la culture ou dans des salles de spectacle, etc. D'accord, ok. Ouais. Comme plein de gens, j'ai pas du tout suivi la suite de mon cursus. J'ai été pendant de nombreuses années libraire, parce que j'ai été étudiante salariée, et donc mon premier job, ça a été donc libraire. C'est là où j'ai découvert le retail, et donc j'ai été chef de rayon, chef de secteur, etc. Et par opportunité, je me suis retrouvée dans l'enseigne dans laquelle je travaillais à être ce qu'on appelle ce métier désuet qui n'existe plus, webmaster. C'est vrai que ça n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus, donc je sais pas comment on pourrait appeler ça aujourd'hui, je sais pas. En y réfléchissant, je crois que ça a été... Ça n'existe plus. Non, ça a été dilué et ça a été... ce rôle-là a été mis dans différentes spécialités. Donc pour les moins jeunes d'entre nous, c'était un peu sorte de chef de projet e-commerce. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc moi j'avais une grosse partie de e-merch, de mise en avant des produits, de contenu, etc. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai trouvé ça super sympa, j'ai découvert du coup l'univers du digital et ensuite je suis partie en start-up où là j'ai vraiment découvert ce que c'était les métiers autour du product management de manière générale. Ok. Et c'était sur Lille? C'était sur Paris? C'était où? C'était sur Lille, c'était une start-up qui travaillait sur la voiture connectée, qui s'appelait Exi, qui a disparu aujourd'hui. Voilà. Et donc là-bas, j'ai appris tous les termes qu'on connaît aujourd'hui, ce que c'est une API, ce que c'est un backlog, ce que c'est de la recette, un sprint, etc. Enfin, tous ces termes qu'on entend dans notre quotidien, je les ai appris sur le tas. D'accord. Et ça t'a pas du tout rebuté? Comment t'as... Non, moi je trouvais ça super intéressant justement parce que j'y connaissais rien, j'avais tout à apprendre. Je suis tombée avec des gens formidables qui m'ont vraiment accompagnée. J'ai été coachée, j'ai eu beaucoup de formations, j'ai fait des raids agiles, j'ai été pas mal accompagnée quand même pour monter en compétence sur le sujet. D'accord. Et comme je suis restée toujours sur une partie un peu product business, ça me paraissait relativement facile, je rentrais pas dans la technique. Par contre, j'avais besoin d'avoir une connaissance de l'écosystème, de l'environnement dans lequel je travaillais, de la concurrence, de ce qui se passait. En fait, c'était beaucoup d'acculturation aux tendances et un peu de bon sens quand même, parce qu'on va pas se mentir. Quand on travaille pour un client, il faut quand même du bon sens. Voilà. Et tu traînes encore avec des développeuses et des développeurs? J'en ai plein dans mon équipe. Et alors, tu arrives à comprendre leur langage?
De plus en plus. Ils arrivent à te comprendre? Alors de plus en plus, on se comprend de plus en plus, c'est forcément l'expérience, les wordings qui reviennent et tout. Le problème c'est que ça va vite. Tu commences à comprendre ce qu'ils font avec un langage et ils sont passés à un autre et toi t'as pas vu le vent tourner. Donc tu continues de leur faire confiance et de leur dire allez les gars, on y va quoi. Et en ce moment c'est quoi là? Alors en ce moment la grande tendance forcément c'est l'IA comme partout. Grande tendance du moment. L'avantage c'est que là on est tous des bébés et on démarre tous sur le sujet plus ou moins. Donc c'est quand même plus facile de se comprendre parce qu'effectivement, développeurs, product, etc., on est à peu près tous au même niveau de connaissance. Donc on avance tous ensemble et ça, c'est vraiment cool. Et même au niveau de l'usage, j'imagine que même au niveau de là, l'usage, il y a tout à découvrir et à faire. Et donc là-dessus, vous arrivez à vous connecter. Exactement. Ok. Et alors, tu as parlé de l'IA pour empiéter un peu sur une question que je voulais te poser. C'était quoi l'aspect innovation que tu voulais mettre? J'imagine que ça en fait partie. Donc je vais changer mon braquet. C'est quoi la plus grande des difficultés que tu as à l'heure actuelle dans ton métier? C'est une bonne question. C'est quoi le frein? Le frein, je dirais, alors il y en a plusieurs. Il y a déjà le fait que tout aille vite, que le monde de manière générale aille vite. Et donc il faut toujours être en veille et toujours être au taquet des innovations et des nouvelles solutions émergentes sur le marché. Et du coup, tu es rapidement en phase d'obsolescence. Donc il faut quand même réussir à s'adapter dans un écosystème, dans un monde et dans une vie qui va vite. Donc ça, c'est quand même pas toujours facile parce que le time to market en fonction de l'entreprise dans laquelle tu travailles est plus ou moins long. Et parfois, le jour où tu mets en prod, ton produit est déjà obsolète. Donc c'est parfois frustrant. Alors quand tu dis que ton produit est obsolète, ça veut dire que technologiquement, il est obsolète, mais après il est quand même utilisable. Bien sûr, il est utilisable, viable, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de techno, on se dit, il y a toujours ce côté, on aurait pu le faire comme ça, sauf qu'en fait cette nouveauté est arrivée en cours de chemin et t'as pas forcément le temps à chaque fois de changer ton fusil d'épaule et de repenser la techno ou le code que t'as déjà démarré. Donc il y a un peu de frustration parfois, que ce soit dans l'équipe au global, de se dire on aurait pu faire autrement, mais bon, ça c'est un peu l'histoire de tous les métiers, je pense. Est-ce que tu as été sensibilisé sur la partie dette technique et toute la stratégie qui est associée à la dette technique? Oui, bien sûr. Ouais. Donc en fait, c'est des choses sur lesquelles que toi, est-ce que tu conditionnes tes produits ou tes futurs produits par rapport à cette dette afin d'éviter les monolithes déjà, et de deux, comme tu viens de te dire, d'avoir des technologies qui sont déjà plus ou moins dépassées, et de ne plus avoir personne non plus pour pouvoir faire évoluer. Les monolithes de manière générale, je pense que c'est quelque chose qui existe plus beaucoup. En tout cas, chez les e-commerçants tels que ceux que je connais, en tout cas, les monolithes existent de moins en moins. Parce que c'est plus, ça va plus dans le sens de l'histoire, on est dans le microservice, on est dans tout ça. La dette technique, c'est une réalité. Maintenant, on a toujours pour vocation à la limiter au maximum. Et puis, encore une fois, notre ami l'IA va certainement aussi nous aider à avancer là-dessus. Et... oui, je pense. C'est ta... Tu le vois comme ça? Ouais, je le vois comme ça, ouais. D'accord, ok. Demain, on est sur un nouveau contexte de technologie. On va imaginer le fait que c'est encore l'émergence d'un nouveau langage ou d'une nouvelle pratique. Toi, tu l'abordes comment? Tu fais de la veille, on te raconte, tu vois ça sur le terrain, tu es plutôt quelqu'un qui va dire on va tester, on va faire des POC et puis après on va choisir ensemble, ou tu vas aller voir des voisins, des copains qui vont te dire non, cette techno-là, il faut la faire parce que c'est adapté à ton produit? Moi, je suis très test and learn, donc pour le coup... Dès que je peux, c'est on POC, on itère, on essaye, on efface, on recommence. L'esprit labo, c'est plutôt ma façon de fonctionner. Après, c'est pas toujours faisable. Et puis aussi, je fais beaucoup confiance aux équipes avec lesquelles je travaille, puisque moi, c'est pas forcément ma spécialité d'être dans le langage, dans le dur, etc. J'écoute beaucoup aussi autour de moi, que ce soit au sein de l'entreprise, les relations, un petit peu de veille, mais bon, souvent les choses me parlent pas forcément, mais quand on les voit réapparaître 2, 3, 10 fois, au bout d'un moment, ça tilte, et puis on essaye de proposer l'idée, de voir un peu quelles sont les réactions autour de cette proposition. Ok. On va arriver bientôt à la fin de notre interview. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui s'intéressent à l'IT, qui ne veulent pas franchir le pas, un peu hésitantes, parce que c'est un monde assez particulier, c'est un vocabulaire aussi très particulier, comme tu l'as signalé tout à l'heure. On parle de backlog, de sprint, de machin. Un médecin n'arrive pas à comprendre, ni ma mère. Le premier conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer et de se lancer et d'oser. Je pense que le meilleur conseil, c'est faire preuve d'humilité
et surtout le dire quand on ne comprend pas et qu'on ne sait pas. Okay. C'est la règle numéro 1. C'est comme ça que je m'en suis sortie. J'y suis toujours arrivée avec mon papier et mon crayon à l'époque en disant j'ai pas compris. Et j'ai passé des heures à faire des schémas avec des gens et je comprenais toujours rien. D'accord. Mais voilà, la répétition fixe la notion. Et j'ai fini par comprendre et j'y suis arrivée. Et en plus de ça, à partir du moment où on fait preuve d'humilité et qu'on explique à la personne en face de soi qu'on n'a pas compris, c'est très très rare que les gens ne soient pas bienveillants et qui te disent laisse tomber, ça m'intéresse pas ton histoire, je passe à autre chose. En général, ils t'accompagnent et c'est là où tu découvres vraiment des belles personnes et justement où tu es attiré et que tu comprends de mieux en mieux le métier que tu es parti pour faire et l'environnement qui va avec. Ok. Est-ce que tu vois une évolution dans ton métier, là, proprement dit? Parce que je pose la question aussi à des architectes, je pose des questions aussi à des devs. Là, dans ce rôle-là, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu pressens peut-être aussi comme évolution? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se raccorder en plus, d'autres qui vont s'effacer parce qu'en fait, au bout du compte, il n'y a plus d'intérêt? Oui, alors peut-être moins sur des métiers un peu transverses comme le mien, quoique. Mais c'est sûr que tout ce qu'on a appris depuis une quinzaine d'années sur justement toutes ces règles de travail liées à l'informatique, comme on parlait de l'agilité, etc. Je pense qu'il y a des choses qui vont disparaître au fur et à mesure. Okay. Parce que reprise de l'IA, gagner en efficience, il y a plein de choses, à mon avis, qui vont muter. Parce que l'expérience aussi qu'on a tous au fur et à mesure va nous permettre d'être plus efficaces, plus réactifs et peut-être aussi de changer notre vision, notre façon de travailler. Je ne sais pas si un jour on sera tous remplacés par des machines et c'est pas forcément le propos. Mais en tout cas, oui, on sent qu'il y a du changement et c'est bien. C'est bien parce que voilà, la vie est faite de cycles et typiquement, je pense qu'on est à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, quoi. Bon, je vais terminer sur un truc. Pour moi, je me ferai jamais remplacer par une machine parce que j'aime trop parler. Donc, je pense que c'est tout. Et on peut clôturer là-dessus si ça te va bien. Ça me va super. Bon. Ciao, salut. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.